Bonjour, ici Sam du futur. Avant de commencer l'épisode, j'ai une petite annonce à faire. Les inscriptions pour Estrejou sont maintenant ouvertes. Vous allez voir dans la description du show, il va y avoir un lien. Je rappelle, c'est les 3, 4, 5 novembre prochains. Vince et moi, on va être sur place. Il va y avoir des jeux, il va y avoir des activités d'organiser, dont un quiz, board game duel. Il va y avoir des prix à gagner. Mais surtout, il va y avoir beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez venir en grand nombre, puis vous viendrez jouer une partie avec nous autres ou nous dire un petit bonjour. De retour à l'émission. Bonjour et bienvenue au 55e épisode de Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui notre thématique sera les jeux de cartes tendus pour deux joueurs. Donc on va avoir des cartes puis de la tension puis des actions à sélectionner. Et dans mon cas, je vais défendre le jeu Anami Koji. Puis moi, je vais vous parler d'une nouveauté qui est même pas sortie encore et qui s'appelle Unrest. Mais avant tout ça, on va faire un petit retour dans le passé et discuter du duel qu'on a fait il y a un an, qui était, Sam? Il y a un an, notre thème, c'était les fleurs et les abeilles. C'est quand même approprié parce que mon fils vient de fêter ses 1 an, il y a pas longtemps, donc je pense qu'on était dans la thématique. Moi, je vous avais parlé du jeu des abeilles, le jeu Honey Buzz, qui est un jeu de placement de tuiles, slash un peu construction d'engins, placement d'ouvriers, où dans le fond, c'est un jeu qui est super cute, mais super coupe-gorge, on peut vraiment chienner nos amis, puis on a un gros puzzle spatial de comment placer nos tuiles pour obtenir les différents types de pollen qui vont nous permettre d'accumuler des ressources, puis on a comme un petit aspect économique là où on essaie de soit remplir des contrats qui demandent des ressources spécifiques ou juste vendre nos ressources pendant qu'ils valent encore cher, parce qu'à toutes les fois qu'une ressource est vendue, la loi de l'offre et de la demande là, fait que le prix diminue, donc on essaie de passer notre stock avant les autres. Fait que c'est un jeu, on l'avait dit dans le duel, là, c'est un peu comme Calico, là, ça a l'air super cute, cartoon, mais dans le fond c'est full coupe-gorge, full casse-tête. Mais lui, je l'ai trouvé encore plus le fun que Calico. Puis malheureusement, je pense que j'y ai pas rejoué, ou peut-être juste une fois là, depuis le duel, là, mais c'est juste comme la plupart des jeux, là, il y en a tellement puis on n'a pas le temps, mais comme je serais dû pour le ressortir puis le rejouer, là. C'est juste qu'il est comme pas tant évident à expliquer à des nouveaux joueurs, là. Ça prend comme un tour ou deux là avant de comprendre comment ça marche. C'est peut-être son plus gros défaut. Il y a beaucoup de choses à analyser quand on prend une décision à ce jeu-là, étant donné que tu peux vraiment bloquer les accès à certaines actions. Faut que ton casse-tête spatial, tu sais, il a l'air de rien, là, mais construire sa ruche. Il faut que tu penses à ton affaire pour aller chercher les bonus que tu veux vraiment. Fait que c'est pas évident. Comme tu dis, c'est un jeu qui a l'apparence d'être super accessible, super gentil pis tout ça. Mais quand on commence à jouer, on se dit quoi, finalement, c'est quand même un bon puzzle, là. On se casse bien la tête quand on joue à ce jeu. Toi, t'avais les fleurs? Ouais, moi j'avais les fleurs. Donc, de mon côté, j'avais défendu le jeu Cellulose, qui est un placement d'ouvriers à thématique un peu scientifique. Donc, chaque joueur va tenter de développer sa plante. Puis pour ça, il va falloir dans le fond, construire une membrane cytoplasmique à notre cellule de plante. Il va falloir faire croître nos racines. Il va falloir produire des protéines pour pouvoir faire des enzymes. Il y a vraiment un aspect, je trouve, éducatif dans ce jeu-là qui est assez important et qui est assez intéressant. T'sais. C'est pas juste... c'est pas du n'importe quoi qui est là-dedans. T'sais. Ça fait tout du sens au niveau de la biologie. Puis on a plusieurs façons différentes, plusieurs stratégies dans le fond qu'on peut adopter, parce qu'on a notre petit engin qui est comme notre plante, notre système racinaire et notre tige, dans lequel on va se développer, puis on va
devoir suivre certains embranchements pour débloquer certains bonus. Fait que là, on a un petit puzzle à côté du jeu que je trouve qui est intéressant. Puis on a aussi certains systèmes, comme le système des enzymes que j'avais trouvé cool, qui changeaient un peu du placement d'ouvrier d'habitude. C'est que t'as vraiment comme des cascades d'enzymes qui vont faire que plus tu vas faire des enzymes, plus tu vas comme faire des réactions, puis plus tu vas faire de points. Ouais, parce que chaque fois que tu joues une carte, tu réactives toutes les autres qui ont déjà été jouées, dans le fond. C'est ça, puis ça déboule, ça explose, ça fait boule de neige. C'est vraiment une stratégie qui est cool à faire parce que c'est assez ça peut devenir spectaculaire. Puis c'est ça, c'est un jeu qui est quand même, c'est ça, sinon qui reste quand même dans les normes classiques du placement d'ouvriers. C'est plus l'aspect éducatif, puis c'est ça la petite twist des enzymes que je trouvais faisait son charme. Ouais, il va plus nous chercher par la thématique que par ses mécaniques là. Pas parce que les mécaniques sont pas bonnes, c'est juste que c'est beaucoup de choses qu'on a déjà vues dans plein d'autres jeux là, tu sais, des placements d'ouvriers, il y en a un puis un autre là. Fait que tu sais pourquoi tu irais plus vers lui, ben c'est vraiment que le thème va t'attirer là. C'est ça, c'est ça, il fait bien ce qu'il fait, il est pas révolutionnaire dans son genre, mais il y a des trucs intéressants quand même. Donc, c'était notre tour sur le duel de l'année passée. Maintenant, on va se lancer dans les jeux dans lesquels on a joué récemment. Donc, Sam, tu m'as parlé, Sam qui aime toujours les jeux de levée, tu m'as parlé d'un jeu que tu as essayé qui mêlait deux thèmes que tu aimes bien, fait que les levées et les pirates. Oui. C'est un jeu que j'ai joué avec mon ami Jean-Michel qui nous écoute depuis pas mal le début, je dirais. Fait que salut à toi, JM, puis merci encore pour m'avoir montré ce jeu-là. Ça s'appelle Skull King. Ça a été designé par Brent Beck et Jeffrey Beck et publié chez Grandpa Beck's Game. On voit que c'est une histoire de famille, je pense. Il y a comme une thématique. Puis c'est un jeu qui est sorti en 2013, donc ça fait quand même assez longtemps. Puis moi, j'en avais entendu parler sur plein d'autres podcasts que j'écoute. Là, on dirait que dans les milieux anglo, tout le monde a déjà joué à ce jeu-là, mais j'avais jamais... je me rappelle pas l'avoir déjà vu quelque part, en tout cas. Fait que j'étais bien content de pouvoir finalement l'essayer. Puis comme t'as dit, c'est un jeu de levée. Puis évidemment, ça prend une twist, parce que même en 2013, il y avait déjà des twists ces jeux de levée. C'est fini, la dame de pique, déjà. Fallait ouais, c'est faire ça. autre chose. Fait que dans celui-là, il y a deux twists, si on veut. La première, c'est que, mettons, notre première main, on va avoir juste une carte. Après ça, la deuxième, on va en avoir deux. Puis on va continuer comme ça jusqu'à 10. Fait qu'on va faire 10 rondes, si on veut. Puis c'est la personne qui va avoir le plus de points à la fin de tout ça qui va gagner. Puis on a des cartes dans 4 suits là, qui vont de 1 à 14, je pense. Là. Puis dans le fond, il y a 3 suits qui sont équivalents, puis t'en as un qui est le Trump, là, l'atout. Fait que jusqu'à présent, c'est pas comme tous les jeux de levée. Mais on a des cartes spéciales qu'on peut jouer n'importe quand. Dans le fond, on peut même les jouer, même si toi tu joues en jaune, par exemple, puis moi, normalement, je devrais suivre avec du jaune, sauf si j'en ai pas, ben là, je peux mettre de l'atout ou une autre couleur. Mais mes cartes spéciales, je peux les jouer n'importe quand. Puis on a comme une espèce de roche-papier-ciseaux. Parce qu'on a comme... Toutes les cartes spéciales vont aller battre toutes les cartes avec des numéros, y compris les atouts. Fait qu'on a comme les sirènes qui battent tous les chiffres et le Skull King. On a les pirates qui battent les sirènes et tous les chiffres. Puis on a le Skull King qui bat les pirates puis tous les chiffres. Fait que les sirènes battent le Skull King bat les pirates, puis les pirates battent les sirènes. Avec en plus, c'est ça, les cartes habituelles en dessus. Ouais, c'est ça. Puis c'est un jeu où qu'au début de la manche, faut qu'on mise sur combien de levées qu'on pense qu'on va faire. Puis là, plus notre mise est élevée, si on a réussi, plus on va faire de points. Mais on a des points bonus si on est capable d'aller chercher les 14, qui est comme la carte la plus haute de chaque couleur. Un peu plus de points si on est capable d'aller chercher le 14 atout. Puis si notre pirate vient battre une sirène, ou notre sirène vient battre un Skull King, ben là, ça nous donne des gros bonus de points. Donc on a comme intérêt à jouer ces cartes-là de façon parcimonieuse. Parce que si j'ajoute tout de suite, tôt dans la main, ben j'ai des bonnes chances que mes adversaires aient
ils veulent venir la couper avec une autre carte spéciale, tu sais. Fait que là, non seulement je gagnerai pas la main, mais en plus je leur donne des points, tu sais. Fait que oui, on a beaucoup de liberté sur quand est-ce qu'on joue nos cartes spéciales, mais il faut faire attention de pas comme juste donner des points aux adversaires. On a aussi des cartes qui vont nous permettre de dire ben moi c'est sûr que je veux pas la gagner ce main-là. C'est comme un drapeau blanc, là. C'est genre tu te retires de la main, puis peu importe mettons que c'était jaune demandé, puis là j'avais misé que je voulais juste faire 3 levées, puis si tu fais plus que ce que t'as misé, ben tu perds tous tes points, là. C'est le genre de jeu qu'il faut que tu aies exactement ta mise si tu veux faire des points. Donc ces cartes-là vont te permettre de comme passer en dessous, même si techniquement tu pourrais aller chercher ce main-là, même si tu veux pas, tu sais. Puis on a aussi des cartes qui rajoutent juste du chaos, là, que c'est comme t'ajoutes, puis là, les couleurs ont plus d'importance, c'est juste le chiffre le plus haut qui gagne. Y compris les cartes spéciales, qui ont pas de chiffre. Et qui sont comme cassées par le Kraken. Ou non, ça c'est la baleine. Ouais, la baleine a fait ça, puis t'as le Kraken que c'est juste genre, on scrape la main, y a personne qui la gagne. Fait que là, tu te dis, tout va bien, tout le monde a misé, tout le monde va avoir c'est exactement le bon nombre, parce que là, il me reste juste des grosses cartes, fait que je vais la gagner, puis là, quelqu'un te sort le Kraken, puis finalement, t'es comme, il te manque une levée pour réussir ta mise, puis tu perds des points, tu sais. Ah oui, parce que quand tu réussis pas ta mise, non seulement tu fais pas les points que t'as misé, mais c'est des points négatifs, dans le fond. Oh. Fait que plus tu mises fort, plus tu peux faire le point, mais plus tu peux en perdre si tu réussis pas ton bet. Ok, fait que ouais, fait qu'il faut vraiment que tu penses à ton affaire. Ça doit être assez compliqué au début de saisir c'est quoi tes chances de faire tel nombre de mains s'il y a autant de chaos que ça dans les cartes. Ouais, c'est ça, pis en même temps, tu sais, au début, t'as genre 1 ou 2 cartes dans les mains, fait que tu sais, les chances que les cartes chaotiques soient en jeu sont plutôt faibles. Parce que dans le fond, le deck est quand même gros, là. T'as comme 4 couleurs qui vont de 1 à 14, puis t'as, je pense, 2 sirènes, un Skull King, puis un certain nombre de pirates, puis un certain nombre de drapeaux blancs, là. Fait que, tu sais, si tu reçois une face dans ta main d'une carte, ben tu te dis, bah, je pense que j'ai des bonnes chances de la gagner, celle-là. Mais finalement, ça arrive que l'autre personne, elle a exactement la carte qui te bat, fait que là, tu lui donnes plein de points en partant, là. Puis, c'est ça, on était dans un chalet en fin de semaine, fait que là, on a joué comme 2 games de suite, là, une première à 3, puis là, après il y a d'autres personnes qui sont arrivées, qui sont joints à nous, fait qu'on a rejoué tout de suite une partie à 5, puis je dois dire que de jouer à 3 ou à 5, ça change quand même pas mal la stratégie, puis justement les probabilités là, qu'une certaine carte soit en jeu ou pas, là. Ouais, parce que tu sais, t'as plus de joueurs, il y a plus de cartes dans les mains de tout le monde, fait que ça fait que t'as pas plus de chances de retrouver telle ou telle carte en jeu. Fait qu'il faut que tu sois un peu plus aux aguets. Ouais, pis t'as plus de chances de te faire couper par quelqu'un aussi qui a pas une couleur. Fait que c'est ça, c'était cool, je pense que j'ai expliqué pas mal toutes les règles, là, fait que si vous avez déjà joué à des jeux de levée, c'est relativement simple, là. C'est sûr que les cartes spéciales, ça peut être un peu plus compliqué à prendre en main, mais il y a des cartes à être de jeu là qui viennent avec le jeu, fait qu'on en tout temps tu sais un peu qu'est-ce qui bat quoi, puis c'est quoi les chances que ces cartes là soient en jeu, pis tout ça là. C'est ça, pis c'est pas un jeu non plus qui doit prendre énormément de temps à jouer, fait que tu vas le subir un peu la première fois, puis après ça tu vas savoir à quoi t'attendre, fait que... Ouais, ben le fait qu'on joue 10 mains, pis tu sais qui sont tout le temps de plus en plus longues, ça prend quand même ça, c'est plus long que d'autres jeux du même style, je dirais. Mais, tu sais, ça nous a pas empêché de faire 2 games back-à-back, là, pis j'avais pas l'impression que c'était trop non plus. Ok. Fait que c'était Skull King de Grandpa Beck's Games. Cool, ben on va rester dans un jeu de cartes. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de ça. De mon côté, on a récemment essayé le jeu Knorr, qui est sorti cette année. Designé... Ça se prononce Knorr. Knorr. Fait que, encore une fois, la tradition de massacrer des noms est respectée. Donc, c'est designé par Thomas Dupont. Celle-là, je l'ai eu, je pense. Et publié aux éditions Bombix. Donc, dans Knorr, chaque joueur, dans le fond, est un peu comme un chef de clan viking. Puis l'objectif, ça va être d'accumuler des points en faisant des voyages, en utilisant nos membres d'équipage pour pouvoir recevoir de la réputation qui va nous donner des points.
Puis on va essayer de se construire un petit engin de bateau en faisant différents voyages. Donc le jeu commence, chaque joueur va avoir une main de 3 cartes qui vont avoir différents trucs. En fond, il va avoir chaque carte a comme une récompense qu'on obtient si on la joue. Chaque carte a aussi une couleur qui lui est associée. Lorsqu'on joue une carte de notre main, on va recevoir la récompense. Puis on va pouvoir aller chercher dans le marché une carte qui est à la position qui correspond à notre couleur. Dans le fond, si j'ai joué une carte verte, ben sur le marché, il y a une position qui correspond à la carte verte, mais la carte en dessous est pas nécessairement verte, elle peut être d'une autre couleur. Ben gratuitement, je peux aller la chercher. Si jamais cette carte verte-là m'intéresse pas, je peux payer une recrue. Une recrue, c'est une ressource qu'on peut accumuler. C'est en fait, on peut en accumuler jusqu'à 3, puis ça nous permet, dans le fond, d'acheter une autre carte que celle qui est celle-là que la carte qu'on a jouée nous permet d'acheter. Fait que c'est un peu de la monnaie qu'on peut utiliser puis transformer en d'autres cartes. C'est comme un petit wild. Mm-hmm. Puis, je pense que c'est important de dire que quand tu joues une carte, t'as la récompense qui est dessus, mais ça te donne la récompense de toutes les cartes de cette même couleur-là que tu avais joué précédemment aussi. Oui, fait que c'est ça. C'est fait que c'est intéressant de jouer plusieurs cartes de la même couleur parce que c'est ça, on accumule des bonus qui deviennent de plus en plus conséquents. Fait que là, on fait ça, fait que ces cartes-là peuvent nous donner des points, des bracelets ou de la réputation, puis on accumule ça. Ces cartes-là qu'on accumule, puis qu'on peut comme faire un peu, qu'on peut se faire un petit engin avec, puis comme essayer d'augmenter, puis de faire tout le temps plus de récompenses, mais on peut les dépenser aussi pour pouvoir acheter des voyages. Quand on achète des voyages, chaque voyage va avoir comme un coût en cartes, c'est là qu'on va carrément défausser ces cartes-là de devant nous. Donc on fera plus les récompenses de ces cartes-là lorsqu'on va retourner avec ces couleurs-là. Mais par contre, ça va améliorer notre bateau. Puis on va avoir aussi un bonus instantané qui peut être assez fort. Tu sais, souvent ça va être des points, ça va être des bracelets, ça va être des tokens. Fait que c'est des trucs intéressants. Puis notre bateau, dans le fond, on va pouvoir l'activer à la fin des rounds en utilisant nos bracelets qu'on va avoir accumulés. Notre bateau, il y a comme trois colonnes de bonus qui s'accumulent, puis sur chacun des voyages, il va avoir les mêmes 3 colonnes, puis selon le voyage, il va avoir des bonus sur une ou plusieurs des colonnes. On aligne toutes ces cartes-là à mesure, puis lorsqu'on paye un bracelet, ben on active notre première colonne. Fait qu'on prend le bonus de la première colonne de tous les voyages qu'on va avoir fait. Fait qu'encore une fois, on a une espèce de tableau, une espèce de cumulation de récompenses qui se fait à mesure que la partie va avancer. Puis là, si on prend un bracelet, on active la première, mais si on met 2 bracelets, on active la première et la deuxième. Puis si on utilise notre maximum de 3 bracelets, ben là, on déclenche tout notre tableau. Ça fait vraiment des bonus qui peuvent être vraiment conséquents, vraiment énormes si on a mis l'accent sur les voyages. C'est une façon importante de faire des points. Une autre façon qui est plus subtile puis plus passive, c'est de développer de la réputation. Puis on va jouer des cartes avec des instruments de musique qui vont comme faire qu'on va chanter notre renommée à travers le pays, puis on va avancer sur une piste. Puis plus on avance sur cette piste-là, plus on se met à avoir des points à chaque round. Puis là, c'est là où justement ça devient payant, parce que si on monte rapidement sur cette piste-là au début de la partie, ben à tous les tours, on fait des points de plus, puis on crée comme c'est ça un revenu de points constant à travers la partie. Fait que là, partie qui va assez vite d'ailleurs, c'est vraiment une course à 40 points, puis tu sais au début tu te dis ah ouais, j'ai du temps, tu sais je vais me construire un gros engin, je vais pouvoir bien le faire runner après, puis là finalement tu te rends compte que la partie est presque finie, puis t'as passé ton temps à construire puis pas à l'utiliser, tu sais. C'est ça, parce que les 40 points, ils vont arriver vite, parce que c'est ça, t'as des cartes que tu joues qui donnent des points, t'as les voyages qui donnent des points, la réputation qui donne des points passifs, fait que le 40, il arrive, comme tu dis, il arrive pas mal vite. Fait qu'il faut que t'embrayes. T'as pas besoin d'avoir un moteur ultra développé, faut que tu le fasses tourner. Non, de toute façon, dans les Nord, il y avait pas de moteur, il y avait juste comme des voiles. Exactement.
Donc, c'était Nord. De Thomas Dupont et publié chez Bombix. Et qui est sorti cette année. Puis, parlant de jeux qui sont sortis cette année, moi, j'ai essayé récemment Barcelona, qui a été publié par Board and Dice et designé par Danny Garcia. Donc, c'est un nom de ville en Europe. Vous doutez que c'est un jeu euro où on va faire bien des points puis que la personne qui a le plus de points va gagner à la fin. Puis dans ce cas-ci, ben c'est vraiment une grosse salade de points là. On a des marqueurs de score qui peuvent aller jusqu'à 400 et plus. Là. Ça fait beaucoup de points. T'en veux des points, tu vas en avoir. Mais j'ai joué une fois puis on s'est pas rendu jusque là, mais quand même. C'est le genre de jeu que à chaque tour tu fais un peu de points puis là comme passivement ce nombre-là va augmenter au fur et à mesure que la partie avance. Fait que thématiquement, c'est que on va reconstruire la ville de Barcelone parce que à une certaine époque c'était comme surpeuplé un peu partout en Europe, mais particulièrement à Barcelone. Puis là, il y a Monsieur Cerda qui est comme un architecte urbaniste qui a été engagé pour comme tout déconstruire puis réaménager, dans le fond, de faire les murs médiévaux qu'il y avait là pour réaménager la ville pour qu'il y ait de la place pour tout le monde où rester. Puis lui, dans sa vision, il voulait que comme même les pauvres pis les riches aient le même genre de maison, puis que tu sais les gens soient pas distingués par la qualité de leur habitation, que tout le monde ait des belles maisons finalement. Que tout le monde ait comme un accès au logement qui soit raisonnable, abordable, puis tu sais, qui soit pas des taudis. Il me semble que c'est quasiment révolutionnaire comme façon de penser. Non, c'est ça. Il y a peut-être du monde qui devrait prendre des notes. Fait que c'est ça, au début de la partie, on va avoir comme le plateau qui représente la ville de Barcelone, fait qu'il va y avoir comme plein d'intersections. Puis là, à notre tour, on va piger de jetons qui représentent thématiquement différentes classes de population. Là. Fait qu'on a comme le petit peuple, la bourgeoisie, puis les hyper riches. Là. Puis là, on va aller placer ces deux jetons-là à une des intersections de la ville. Puis là, sur chaque colonne, puis chaque rangée va comme être associée à une action en particulier. Fait que si je place mes citoyens à l'intersection, ben je vais faire les actions de cette colonne puis de cette rangée-là. Puis il y a même une ligne diagonale qui traverse dans le fond le milieu du plateau. Fait que si je me place dans cette diagonale-là, je vais avoir 3 actions au lieu de 2. C'est payant, ça? Oui, fait que tout le monde va aller là, puis là, vous allez voir pourquoi c'est peut-être pas une bonne idée un peu plus tard. Fait que je place mes 2 citoyens, je fais les actions dans l'ordre que je veux. Puis là, les actions, ça va me permettre, par exemple, de justement comme mettre un jeton sur une intersection. Fait que là, toutes les fois que les gens vont vouloir aller à cette intersection-là, ben ça va me rapporter un petit bonus. On peut développer les tramways puis les routes de la ville de Barcelone. Puis là, comme plus une route est longue, plus elle vaut de points. Fait que si moi je commence une route, toi tu peux arriver après, tu peux la continuer, puis là quand tu places une tuile dans le fond sur une route, ben ça peut te donner des bonus immédiats si tu te places à un certain endroit, mais si tu te places au bout d'une route qui existe déjà, ben tu fais plus de points. Parce que le premier va faire 1 point, le deuxième va avoir 2, le troisième 3. Fait que c'est pas exponentiel, là, mais en tout cas ça augmente si tu te mets dans la même ligne. Hein. Fait que t'es encouragé à faire un peu la censure avec les routes. Oui puis non, parce que les bonus qui sont en dessous, des fois, sont vraiment intéressants, puis il y en a pas partout. Fait que tu sais, oui, je peux aller comme continuer ta route, mais si toi t'as déjà pris les bonus, moi je vais juste faire un peu plus de points. Mm-hmm. Puis c'est ça, je pense qu'il y a comme 11 actions différentes, là, je vais pas toutes les expliquer, là, mais il y a des intersections qui vont être plus intéressantes que d'autres, mettons. Puis là, après qu'on ait fait nos actions, on regarde si, dans le fond, entre chacune des intersections, il y a comme des emplacements pour les bâtiments. Puis là, si autour de cet emplacement-là, j'ai, je m'en rappelle plus, je pense que c'est 2 ou 3 jetons d'habitants, ben je vais être obligé de construire une habitation là.
Puis là, dépendamment de quelle sorte d'habitants qui sont là, parce que si vous vous rappelez, j'avais dit qu'il y avait la classe moyenne, les bourgeois puis les hyper riches. Mais là, dépendamment de qu'est-ce qui est là, je peux choisir quel type de bâtiment je veux mettre là. Est-ce que je veux des bâtiments plus cheap qui vont me permettre de monter sur la piste de Cerda, qui est comme l'urbanisme là, qui voulait que tout le monde soit égal. Fait que quand je fais des petites maisons abordables, je gagne son approbation. Mais là, si je construis des maisons un peu plus cool pour les riches, en dépensant des jetons de riches qui ont été placés là, je vais baisser sur cette piste-là, mais je vais gagner plus de points puis d'autres bonus, tu sais. Parce qu'au final, les riches vont m'aimer. Puis cette piste de Cerda-là, dans le fond, le jeu il est comme en trois manches. On va la resetter à la fin de chacun des espèces de scoring intermédiaires, si on veut. Puis là, à la fin de la partie, plus on est au-dessus, plus on va faire de points. Fait que t'essayes de te maintenir dans le positif. Tu veux pas baisser trop parce que ça peut coûter cher. Puis en plus, au moment où on reset, si t'es dans le positif, tu retombes à 0, mais si t'es dans le négatif, tu restes dans le négatif. Fait que tu veux monter un petit peu, juste être sûr d'être positif, puis à la fin, là, tu veux arriver dans le top de la piste. Ouais, c'est ça. En fait, à chaque phase de score intermédiaire, plus t'es haut, plus tu vas faire de points. Fait que c'est tout le temps bon d'être haut, en fait. À moins que t'aies pas, parce que dans le fond, au début de la partie, il va y avoir comme 3 objectifs de points qui vont arriver à chacun des scores intermédiaires, justement. Fait que ces objectifs-là, on va les scorer à un moment précis de la partie. Puis là, mettons, tu pourrais te dire, moi, je vais focuser direct en partant sur le deuxième. Fait que avec le premier, je ferai peut-être pas beaucoup de points, mais je vais en faire plus au deuxième. Fait que t'as tout cet aspect de timing-là qui peut rentrer en ligne de compte dans ta stratégie, là. Puis on a aussi des objectifs de scoring secondaires que tu vas pouvoir aller chercher pendant la partie. Puis là, dans le fond, il y en a comme une trolley de ceux-là. Puis ceux qui sont des objectifs de scoring intermédiaire, on les enlève du pool de ceux personnels qu'on peut aller chercher, là. Fait que tu peux pas comme double dip dans ta stratégie de scoring, là. S'il y en a un qui est disponible à tout le monde, il sera pas possible d'aller le chercher juste pour toi, là. Fait que faut que tu sois vraiment varié dans ta stratégie, il faut que tu touches à plein d'affaires. Tu peux pas juste focuser sur un truc puis espérer gagner avec ça. Il faut que tu aies un petit peu de focus quand même, parce que si tu fais juste un peu de tout, tu sais, oui, ça va faire des points, mais quelqu'un qui focus vraiment puis qui le fait bien, il va peut-être en faire plus que toi, tu sais. Mais tu peux pas en faire juste un non plus, là. C'est ça, c'est le genre de jeu, tu sais, ils ont 11 actions, ils donnent tout de quoi de bon, mais comme, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui me donne de quoi d'un petit peu mieux, puis de focuser là-dessus, tu sais. Pourquoi que ça cascade, en fait, c'est que à chaque fois que tu construis des bâtiments, puis tu vas utiliser comme les jetons de population qui étaient autour d'un quartier pour construire. Parce que dans le fond, quand je joue mon tour, j'en place 2. Mais quand je construis, je prends juste ceux qui sont sur le dessus. Mais là, ceux qui sont en dessous, ils sont encore là, puis ils peuvent servir pour d'autres bâtiments qui touchent à la même intersection, tu sais. Puis tant qu'ils n'ont pas été enlevés de là, l'intersection peut plus être réutilisée par d'autres joueurs. Mais ces jetons-là, quand je les enlève pour construire, je les mets sur une espèce de piste en bas du plateau principal. Puis là, plus il y a de jetons sur cette piste-là, plus que je fais de points après avoir construit. Parce que j'ai des points fixes pour le type de bâtiment que je construis, mais j'ai aussi des points pour combien cette piste-là a été remplie. Fait que si tout le monde fait tout le temps le même type de bâtiment, ce type de bâtiment-là va valoir de plus en plus de points, tu sais. En fait, n'importe quel type de bâtiment va valoir de plus en plus de points. Puis c'est ça qui va déclencher les scorings intermédiaires puis la fin de la partie, c'est quand que ces pistes-là se sont remplies, en fait. Fait que les joueurs ont beaucoup de contrôle sur le tempo de la partie, puis comment que ça va se finir, puis pour un jeu qui est quand même assez complexe, ça se termine quand même assez rapidement, là, tu sais. Si le monde niaise pas trop, là, la boîte a dit 1 heure, 1 heure et demie, puis je pense que c'est très faisable, là, surtout à 2 joueurs. Là, à 4, des fois, ça peut être un peu plus long, parce que si tout le monde prend beaucoup son temps avant de jouer son tour, là, mais
Même à ça, nous, on l'a joué à 4, dont 2 qui avaient jamais joué, puis tu sais, ça a bien roulé, là. Je pense qu'en 2 heures avec les explications, puis c'était fini, là. OK, fait que tu sais, malgré la tonne de stock qu'il a l'air d'avoir dans le jeu, ça prend pas comme toute une soirée faire une partie de ça. Non, puis ça se digère quand même assez bien, tu sais, l'iconographie est claire et un coup que tu t'es fait expliquer le jeu, tu regardes les icônes, la plupart sont assez évidents, là, puis tu sais, peut-être pour quelques objectifs de scoring que des fois faut que tu te réfères au livre de règles, là, mais c'est vraiment pas si pire. Mais c'est ça, il y a beaucoup de stock, là, il y a plein de systèmes que j'ai pas parlé, là, des bonus que tu peux aller chercher pour en mettant des tuiles qui viennent de ton plateau personnel, fait que là tu vas une certaine action te permet d'aller enlever ces tuiles-là de ton plateau personnel, fait que ça te débloque soit des bonus ou de la place pour stocker tes ressources. Puis en plus, tu vas les placer sur un espèce de plateau commun que faut tout le temps que tu places à côté d'une qui a déjà été placée, puis là ça te donne différents bonus qui sont imprimés là-dessus, fait que les bonus les plus intéressants, ben il va falloir les chercher rapidement, puis fait que c'est ça, c'est un genre de jeu que tu veux tout faire, mais tu peux pas, fait qu'il faut que tu fasses des choix, puis t'essayes d'aller chercher ta grosse dose de salade là pour te rendre à 400 points. Mais Martin de l'atelier du Meeple avec qui j'ai joué, puis c'était lui le jeu, là, il me disait qu'il a joué plusieurs fois, puis à date, il a pas encore vu quelqu'un qui s'est rendu à 400. OK. Fait que c'est encore c'est l'objectif à atteindre, avoir le 400 points à Barcelone. Ouais, c'est ça. Fait que si jamais parmi nos auditeurs et auditrices, il y a quelqu'un qui s'est rendu à 400, ben écrivez-nous, puis venez braguer. Ouais, dites-nous c'est quoi la stratégie. On va pouvoir l'appliquer nous autres aussi. Donc c'était Barcelona de Danny Garcia et Board and Dice. Maintenant on arrive au plat de résistance, notre duel, thématique jeu de cartes, gestion de main, gestion d'action, avec beaucoup de tension, et à 2 joueurs. Encore une fois, on est très spécifique dans nos thèmes. Ouais, c'est quand même 2 jeux, c'est ça, qu'il y a beaucoup de mécaniques qui vont se regrouper, mais on a quand même 2 feelings très différents. Donc, de mon côté, je vais parler du jeu Hanami Koji, qui a été publié en 2013. À un moment, on a déjà parlé de son cousin, qui est Jixia Academy. C'est le même jeu, en fait. C'est juste une nouvelle cote de peinture par-dessus, là, mais mécaniquement, c'est exactement le même jeu. Ouais. On a décidé d'en reparler parce que c'est un jeu qu'on aime bien, puis c'est un jeu qu'on trouvait qui fitait bien contre Unrest. Donc, Hanami Koji est un jeu qui est paru en 2013, designé par Kota Nakayama et publié aux éditions Emperor S4. Donc, dans Hanami Koji, chacun des 2 joueurs possède une maison de geisha et veut essayer d'attirer des geishas dans sa maison pour en faire une maison à plus de renommée. Donc, pour faire ça, on va avoir une main de cartes, puis on va avoir une sélection de 4 actions. Donc, on va commencer la partie. Chaque joueur va avoir 6 cartes. Au début de ton tour, tu vas toujours piocher une carte de plus que tu ajoutes à ta main. Et là, c'est là que les grosses décisions vont commencer. Les geishas pour lesquels on va se battre sont au nombre de 7. Chaque geisha va avoir aussi une valeur qui lui est attitrée. Fait qu'on a des geishas qui valent 2 points, des geishas qui valent 3 points, une geisha qui vaut 4, puis une geisha qui vaut 5 points. Pour pouvoir gagner, il faut soit réussir à convaincre 4 des geishas de venir nous rejoindre, ou il faut réussir à totaliser 11 points. On peut faire ça dans une seule round, ou si jamais il y a plus qu'une round, si on réussit pas ni l'un ni l'autre à atteindre l'objectif, il va y avoir une autre round qui va commencer, en laissant, dans le fond, les points comme ils sont. Mais on peut quand même aller chercher les geishas que l'autre a réussi à ramasser. C'est ça, c'est que si on joue plus qu'un round, on va pouvoir se voler les geishas. Ça rajoute, c'est ça, c'est que si on réussit pas à gagner, on peut penser à planifier le prochain round. Chacune des geishas qu'on va convoiter, sa force, dans le fond, va correspondre aussi au nombre de cartes qu'il y a dans le paquet qui correspond à cette geisha-là.
Donc, la geisha qui vaut 4 points, il y a 4 cartes de cette geisha-là qui se retrouvent dans le paquet puis qui va être en jeu à un moment ou à un autre. Fait que, oui, les geishas qui valent plus cher, dans le fond, ils peuvent nous donner une chance de plus de gagner, mais c'est plus dur d'avoir leur contrôle. Parce que pour pouvoir attirer une geisha, il faut être le joueur qui possède à la fin du round le plus de cartes de cette geisha-là. Fait que, oui, la geisha à 5 points, elle vaut beaucoup de points, mais il faut réussir à avoir au moins, pour avoir 3 cartes pour être certain qu'elle est de notre côté. Si on a moins de 3 cartes, ça se peut que notre opposant réussisse à la prendre. Ou qu'on soit égal puis que personne la prenne. Fait que c'est ça. Comme ça qu'il faut jouer, fait qu'on a une espèce de souk à la corde à savoir qui va être capable d'attirer quel geisha. Donc, avec notre main de cette carte qu'on a au début de la partie, il faut choisir des actions. Puis là, c'est là où le gros les grosses décisions commencent à se prendre. C'est que chaque action, en fait, va nous permettre de manipuler les cartes. On a une action qui est assez simple, qui nous permet de garder une carte secrète qui va être révélée à la fin du round. Puis ça, c'est une carte qu'on va choisir puis qui va nous appartenir. On a une action qui nous permet de prendre 2 cartes de notre main et les sortir complètement du jeu. On sait que ces cartes-là seront pas là. Ça peut nous permettre, en fait, de nous assurer que il va juste avoir 3 cartes de la geisha à 5 points, ou ça peut nous assurer d'éliminer certaines cartes puis garantir qu'on va garder certaines geishas. À date, ça va bien, c'est pas trop compliqué. Là où ça commence à se corser, c'est quand on va jouer les actions à 3 puis 4 cartes. L'action à 3 cartes, c'est qu'on va sélectionner 3 cartes de notre main. Notre opposant, on va les révéler. Notre opposant va sélectionner une carte qu'il va garder pour lui, puis nous autres, on va en garder 2 autres. Là, c'est là où on voit qu'il y a de l'interaction entre les deux joueurs, puis que ce qu'on va choisir, les actions qu'on va prendre vont aussi vont faire intervenir l'opposant. Je pense que c'est mon action préférée, celle-là, parce que c'est tellement cool quand tu réussis à donner un choix de merde à l'autre, que peu importe qu'est-ce qu'il fait, ça t'avantage. Hein? Ouais, c'est vraiment... C'est que tu sais que ton opposant, il peut juste en prendre une là-dedans. Fait que des fois, il va être vraiment torturé à savoir laquelle qu'il doit choisir, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Oui, on voit les cartes qui vont se placer à mesure que la partie avance, mais on sait pas qu'est-ce que notre opposant va avoir mis de côté ou va avoir éliminé. Fait que c'est difficile. Ouais, t'as comme pas le choix de donner quelque chose à l'adversaire, mais faut que tu t'arranges pour lui donner de quoi de pas bon. C'est ça. Tu veux lui garder les chances de ton côté, puis t'assurer que peu importe ce qu'ils prennent, tu vas être content de ce qui va te rester. Fait que c'est pas toujours évident. Puis on a l'action à 4 cartes. Celle-là, c'est qu'on va choisir de notre main 2 paires de cartes. Je dis paires, mais c'est pas nécessairement les mêmes valeurs. C'est dans le fond, c'est qu'on fait un paquet de 2 cartes puis un autre paquet de 2 cartes. Puis notre opposant choisit lequel lui va conserver, puis après ça, nous autres, on prend celui qui reste. Ça, je trouve que c'est l'action qui est comme la plus difficile de choisir, parce que c'est pas toi, au final, qui décide ce qui va rester. C'est pas toi qui décide quelle carte que tu vas avoir, puis t'as comme pas le choix de te dire, faut que je prenne quelque chose qui soit pas trop évident, tu sais, qui donne pas trop d'avantages à mon ennemi, puis qui garde, dans le fond, mes options ouvertes. Ouais. En anglais, ils appellent ça le I split, you choose, là. C'est pas mal ça le cœur de ce jeu-là. Les actions à 3 puis 4 cartes, où ce que t'offres de quoi, mais au final, c'est pas toi qui a le dernier mot, tu sais. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment que tu penses à vers où moi je m'en vais, quel geisha je veux garder, vers où mon opposant se dirige. Fait que c'est un peu faut faire de la lecture, faut regarder toujours ce qui est présentement en jeu, puis rester à l'affût de des pièges, en fait, des pièges potentiels qui peuvent s'offrir à toi. Puis il faut que tu fasses attention à ce que t'as dans les mains aussi, parce que, tu sais, oui, des fois, tu voudrais jouer la carte à 4, mais justement, comme t'es pas capable de faire 2 paires à peu près équivalentes, ou 2 paires que peu importe ce que l'autre prend, tu peux aller chercher l'avantage, ça. C'est ça, tu sais, des fois,
ta propre main te fait peur parce que tu te dis oh my god, comment je vais pouvoir séparer ces cartes-là pour que je m'en sorte. Ouais, c'est ça, parce que c'est sûr qu'ils iront pas toutes à toi, ces cartes-là. Là. Fait que même si t'as toutes les bonnes cartes, mais tu sais que l'autre va en avoir une partie de ça, tu sais. C'est ça. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce que je trouve qui est vraiment cool, c'est que ta main, la taille de ta main va beaucoup changer à mesure que la partie va avancer. Tu sais, au début, on a nos 7 cartes, mais tu sais, on en repioche juste une à chaque round. Fait que tu sais, on voit les cartes passer, on voit ce qui reste, puis je trouve vraiment élégant comment que c'est fait, puis comment que justement on finit qu'à la fin on joue notre dernière carte, notre dernière action, puis là t'as comme plus de décision là. C'est à ça. moins que ce soit l'action à 4 cartes là. Ça généralement, en tout cas, moi j'essaie de pas trop finir avec celle-là parce que tu dis tu mets peut-être la victoire entre les mains de ton opposant. Mais en même temps, des fois t'as pas le choix. Il y a aucune action qui est bonne à jouer en dernier, là, parce que tu sais, l'action genre je garde la carte pour moi, ben tu sais, t'as la pige du deck, là, fait que ça se peut que ça soit pas ce que tu voulais, ou t'en traches deux, ben là, tu vas en tracher une que tu sais ça va être quoi, mais l'autre, t'as la pige, tu sais, la dernière carte que tu vas jouer, dans le fond, tu sais pas c'est quoi, au moment où ce que tu décides, ça va être quoi cette dernière action-là, là. Ouais, puis tu la décides c'est en fonction de comment tu as joué tes actions, tu sais. Des fois tu décides cette action-là plus tôt que tu penses. C'est quand il te reste juste l'action de jeter 2 cartes, ben tu la pioches puis tu vas l'acheter. Fait que t'as comme décidé, t'as comme scellé ton sort le tour d'avant. Fait que c'est un bon mind game, c'est d'essayer de voir le piège de l'opposant aussi qui te tend quand il te met tes 3 cartes devant toi. Puis là, tu te dis, tu sais, quand il te met un 5, là, tu te dis, c'est parce que il sait que je vais être tenté de le prendre? Est-ce que c'est parce que lui, il sait pertinemment qu'il il s'est déjà gardé un 5 de son bord, puis qu'il s'en fout que tu le prennes parce qu'il sait qu'il va gagner déjà le 5? Puis que ce qui l'intéresse vraiment, c'est les 2 autres cartes, c'est le petit 2 puis le petit 3 que t'as pas vu aller, parce que sont comme plus faciles à garder. Mais ils sont plus faciles à aller chercher vu qu'ils ont moins de cartes. T'es comme, quand t'en as une, t'es déjà, tu te dis t'as une bonne chance, puis au pire, ça va faire l'égalité. Si l'autre joueur peut en jouer une autre. Mais tu sais, c'est ça, des fois ça a l'air simple. Puis ça peut être payant d'aller chercher les petites cartes parce que, tu sais, oui, tu peux gagner avec le nombre de points, mais tu peux gagner avec le nombre de cartes aussi. Fait que d'aller en chercher une petite, ben, t'as le quart de ta victoire de fait, là. C'est ça, tu sais, un petit 2 safe versus le 4 ou le 5 que tu sais pas trop, tu sais, c'est difficile. Des fois, il y a beaucoup de choix difficiles. Ouais, je pense que Anamikoji en japonais, ça veut dire décision agonisante. Ouais, je pense je verrais pas d'autre traduction, puis ça serait vraiment une bonne description. J'imagine que Eric de Board Game Dojo, je sais qu'il nous écoute de temps en temps, puis il parle japonais, fait qu'il va pouvoir nous dire si j'ai raison ou pas. Ouais, avec qui justement t'as récemment fait un épisode? Ouais, on a fait un top 10 de jeux asymétriques. Puis on avait fait avant un top 10 de jeux à deux. Puis je pense que Anamikoji s'était ramassé. En tout cas, moi, il était sur ma liste, me semble. C'était pas un top 10 de jeux asymétriques, c'était un top 10 de factions dans un jeu asymétrique. C'est vrai. Fait que c'était assez pointu, là. Ça veut dire que c'était pas nécessairement nos 10 jeux asymétriques préférés, mais nos 10 factions préférées quand on joue à ces jeux-là. Ouais, j'ai bien aimé, vous irez écouter si vous parlez anglais, parce que c'est un podcast anglophone. Mais il a parlé de trucs assez intéressants. C'est sûr que Sam il a parlé de Guards of Atlantis quelques fois. Mais il y a eu juste deux, je me suis limité quand même. Ouais, quand même, mais c'était bien parce que justement on a vu d'autres, on a pu avoir l'occasion de voir d'autres jeux. J'ai trouvé ça intéressant. Là on diverge un peu là, mais ouais, mais c'est pour comme plugger quelque chose que je suis, fait que ça c'est correct. Ok. J'ai bien aimé aussi que
ça m'a donné le goût de jouer à Dune. Parce qu'il a parlé de la faction des Bene Gesserit à Dune, qui prédisent au début de la partie quelle faction va gagner et à quel tour, puis si jamais ils l'ont, ben c'est comme j'ai gagné. C'est les autres qui gagnent finalement. Ouais, c'est tellement sale parce que j'imagine là, la sensation de comment ça tu veux m'aider tout d'un coup, tu sais, c'est parce que tu vas me voler la victoire. Fait que là tu vas essayer de te saboter toi-même pour pas gagner tout de suite. Non, c'est alors que clairement le Bene Gesserit, il savait que t'allais pas gagner en faisant ça, puis il voulait juste jouer dans ta tête, tu sais. C'est ça, tu sais, il voulait que tu te sabotes toi-même en pensant que en tout cas, ça j'ai trouvé ça c'était ma faction qui m'intriguait le plus, mettons. Bon. Tout ça pour revenir à nos moutons ou à nos geishas. Fait que c'est ça. C'est un jeu qui se joue très rapidement, c'est ça, 15 minutes, tu sais, puis 25 minutes peut-être si on doit se rendre à une deuxième round. Parce que c'est souvent... Ah, puis même à ça. Tu peux enchaîner les parties assez rapidement, là, puis t'as le goût un peu parce que tu sais, ça joue vite, ça joue bien. Puis tu sais, t'as le goût de gagner une partie au moins. T'es comme, tu le relances jusqu'à temps que tu gagnes. Et je trouve que c'est un bon jeu, genre de matin de fin de semaine à jouer avec un café, là, avant de commencer ta journée, là. Ouais, parce que tu mets ça en place sur un coin de table. Tes cartes, c'est ça, puis... C'est un jeu aussi qui est bien fait, là. Les dessins, c'est cute, là. Tu vois une belle thématique japonaise. Ouais, c'est un peu sketch, là, genre, donne des cadeaux à des geishas pour qu'ils viennent chez vous. Moi, j'aime mieux la version que j'ai, c'est le Jixi Academy, justement, parce que c'est des érudits que t'essayes d'attirer dans ton université, là. Ça fait un peu moins, perv. Maintenant que t'en parles, je regrette un peu ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je regardais plus la qualité des dessins, là. Oui, non, c'est vrai qu'il est bien illustré, là, mais c'est ça. Ouais, c'est vrai que la thématique, donner des cadeaux à des geishas, c'est vrai que c'est... Bon. Ben, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont changé, tu sais. Ouais, pour des érudits pis des cadeaux les de érudits science. sont un peu sexy aussi, là. Mais tu sais, ouais. comme... C'est des hommes, fait que... I guess que c'est un peu moins pire. Ou en tout cas, c'est équilibré. Ça enlève peut-être une connotation, tu sais. Ouais. Mais au final, ça pourrait être n'importe quel thème, puis on s'en balance un peu pour les auditeurs français. Ouais, parce que c'est vrai que tu joues pas... c'est pas le thème qui est important de toute façon, justement. C'est juste la dynamique, la tension dans ta sélection d'action. Quand tu présentes tes cartes, puis que là, tu dis, faut pas qu'ils prennent ce paquet-là. Est-ce qu'ils voient la goutte qui coule le long de ma tête quand je regarde ce paquet-là? Beaucoup de tension, ça joue bien, ça joue facilement, ça sort n'importe quand parce que ça joue très vite. Fait que je pense que ça fait le tour pour Anami Koji. Ouais, en effet, c'est un jeu que j'ai fait le tour. J'ai joué pas mal. Fait que moi je vais y aller plus dans la nouveauté, même la nouveauté pas sortie encore. On a reçu Unrest, copy price de la part de Pandasaurus Games. Donc c'est un jeu qui va sortir un peu plus tard cette année. Je pense officiellement il sort à SN là, qui s'en vient très bientôt. Et qui a été designé par Brandon Hanson, qui est un des deux autres du podcast Decision Space que moi je suis personnellement, puis même ça m'arrive assez régulièrement de jouer à des parties en ligne avec Brandon, donc peut-être que mon opinion va être un peu biaisée, mais en tout cas je pense pas, mais je préfère le dire juste par souci de transparence. Donc Unrest, c'est un jeu encore une fois pour deux, plein de tension, puis c'est un jeu vraiment asymétrique parce qu'on va avoir un joueur ou une joueuse qui va jouer l'Empire, qui est comme... Donc, le jeu est seté dans une dystopie. On a une espèce d'empire totalitaire que... le monde se rappelle même pas depuis combien de temps ils sont là, tellement que ça fait trop longtemps, puis qu'ils contrôlent tout, puis c'est pas le fun.
Ils ont jusqu'à avoir un ministère de la vérité. Quand même, hein, Je trouvais ça quand même cool comme ministère. Tu sais, il me semble que si j'étais un empereur, ce serait le genre de ministère que je créerais. Ministère de la vérité. Hashtag Team Sam. Fait que c'est ça, on a un joueur, une joueuse qui joue les pas fins méchants en paix, puis on a un autre joueur ou une autre joueuse qui va jouer la rébellion, qui tente de renverser cet empire-là, puis de faire un soulèvement populaire pour changer les choses. Fait que c'est le bon vieux combat des underdogs contre le gros méchant empire, comme on a vu à tout plein de sauces. Puis dans le fond, comment que ça va marcher, c'est qu'il va y avoir 5 districts, si on veut. Donc, comme tu as dit, il y a le ministère de la vérité, on a le Capitole, on a d'autres districts là qui ont des noms un peu colorés, mais au final, encore une fois, le thème est pas super présent dans le jeu-là. Là. C'est plus comme... je veux dire, visuellement, puis tout ça, il est là, puis c'est cool, mais comme mécaniquement, au final, ça change pas grand-chose. Pour l'instant. Donc c'est ça, on va avoir 5 districts, puis le but de la rébellion, dans le fond, c'est de faire un soulèvement dans 3 de ces 5 districts-là avant la fin de la partie. Puis comment on va faire ça, c'est que à chaque partie, on va avoir une condition qui va être là tout le temps, qui est d'avoir 21 points dans un district pour qu'il y ait un soulèvement là, puis à chaque partie, on va piger 3 cartes objectifs, si on veut, qui sont des façons de faire un soulèvement dans un des districts. Puis là, dès qu'on remplit une de ces 4 conditions-là, le district va se rebeller, puis on va l'enlever de la partie, puis si on réussit à en enlever 3 en tant que rébellion, c'est comme ça qu'on va gagner. L'Empire, lui, son but, ça va être du champ que la partie se termine, puis qu'il n'y ait pas 3 de ces districts-là qui se sont rebellés. Fait que là, la rébellion, elle a épuisé toutes ses ressources, puis elle a pas réussi à faire tomber le géant. Ouais, parce que au final, l'Empire, lui, tout ce qu'il veut, c'est s'assurer que il y ait la paix, l'ordre qui règne, tu sais, pour qu'il y ait un sentiment de sécurité dans la population, pendant que les rebelles essayent juste de foutre la merde puis de mettre feu aux institutions. C'est vraiment triste. Fait que quand je suis rebelle, au début du tour, je vais comme indiquer à l'Empire quels 2 quartiers je pourrais potentiellement cibler ce tour-ci, puis ça doit être 2 quartiers qui sont adjacents. Puis après, je vais jouer des cartes de ma main. Je vais en jouer 2 faces cachées, puis une face ouverte. Puis les cartes, dans le fond, ils appartiennent à comme 4 sous différents, si on veut, qui sont comme 4 façons de mener une rébellion. Ouais, c'est ça, là, t'as genre des ressources, du mécontentement, la propagande. Bref, t'as comme 4 couleurs de cartes au final. Puis sur ces cartes-là, il va y avoir, en plus de la couleur, une valeur qui est associée. Fait que chaque couleur de carte va avoir des valeurs qui vont de 2 à 6, puis comme il n'y a pas de doublon, là. Fait que dans les cartes de rose, mettons, t'as un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Même chose pour les 4 couleurs, puis on a une 5e couleur qui est les cartes de bluff, en fait, qui ont aucune valeur, mais que, dans le fond, on va essayer que l'Empire puisse aller cibler ces cartes-là. Puis pourquoi je joue des cartes dans les différents districts? C'est pour justement remplir les objectifs qu'on a pigés en début de partie. Fait que, comme je disais, une valeur totale, peu importe les couleurs, de 21 ou plus, va nous permettre de libérer un district. Puis on va avoir d'autres objectifs qui vont être comme avoir au moins une valeur de 3 en bleu et une valeur en vert supérieure que bleu. Donc là, on a comme cette équation-là, mais pour différentes couleurs. On a avoir 8 ou plus d'une couleur puis 0 d'une autre. Avoir des cartes face ouverte de au moins 3 faces ouvertes d'une même couleur. Avoir une carte de chaque couleur, tu sais, ou 4 cartes de la même valeur. Bref, il faut avoir des combinaisons de cartes bien précises dans un district pour qu'il y ait une rébellion là. Puis là, la rébellion et l'Empire savent exactement c'est quoi ces conditions-là.
Mais là où la symétrie vient, c'est que le rebelle va avoir toute l'information, parce que les cartes face cachée, on peut à tout moment aller les regarder, puis on sait qu'est-ce qu'on a joué où. Puis celui ou celle qui joue l'Empire va juste avoir une partie de cette information-là, parce qu'à chaque fois, comme je disais, on joue 2 cartes face cachée, une carte face ouverte. Puis là, après, c'est là que l'Empire va prendre son tour. L'Empire, un peu comme dans Namikoji, il y a 4 actions de disponibles. Donc on peut regarder une des cartes face cachée, la retourner puis la rendre face ouverte. On peut détruire une carte, qu'elle soit face cachée ou face ouverte. On la détruit sans la retourner. Donc si on détruit une carte, on peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'on a détruit. À moins qu'on détruise une carte bluff, auquel cas le rebelle peut faire « Ah, c'était juste un bluff ». En fait, il est obligé de la retourner. Fait que quand on détruit une carte, si elle n'est pas retournée, tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas détruit un bluff, mais on sait pas exactement qu'est-ce qu'on a détruit. Ça, c'est toujours dans les cartes, dans le fond, qui nous sont présentées. Parce qu'une fois que les cartes sont placées dans les districts, ils vont jamais bouger de là. Mm-hmm. C'est ça, on peut juste faire ces actions-là sur les 3 cartes jouées ce tour-ci. La 3e action, c'est qu'on peut bloquer un des 2 districts qui était ciblé ce tour-ci. Fait que là, le rebelle aura pas le choix de placer toutes ses cartes dans l'autre district. Puis la dernière action, c'est de rediriger une carte. Fait qu'on l'envoie dans n'importe quel des 5 districts. C'est nous qui va décider où elle va. Puis encore une fois, on peut le faire avec une carte face ouverte ou face cachée. En général, on essaie de le faire avec des cartes qu'on sait c'est quoi, mais des fois, on a comme pas trop le choix. Au premier round, on a ces 4 actions-là de disponibles. On va en choisir 2. On va les effectuer. Puis là, au round suivant, on n'aura pas le choix d'effectuer les 2 actions qu'on n'a pas faites au round précédent. Puis après ça, on va recommencer un autre cycle comme ça. Fait qu'on va alterner entre des rounds où on a beaucoup d'options, puis des rounds où on en a juste 2. Puis de l'autre côté, le rebelle, à chaque round, il va avoir une main de 5 cartes, puis il va en jouer 3. Sauf le dernier round, parce que là, il va juste être obligé de jouer les 3 cartes qui lui restent au final. À ce moment-là, il sera pas obligé de cibler 2 districts adjacents, il peut les envoyer dans n'importe quel des districts qui sont encore en jeu. Fait que c'est ça, fait que il y a vraiment une belle gestion de l'information, je trouve, dans ce jeu-là, parce que l'Empire qui doit essayer d'éviter que les combinaisons se fassent, il y a beaucoup de cartes qui sait pas qu'est-ce qu'il y a dessus. Puis ça peut être des cartes de bluff, ça peut être des cartes qui font l'affaire du rebelle, comme des fois ça peut être des cartes que le rebelle a mis là parce qu'il y avait pas le choix, puis c'est ça qu'il avait dans sa main, puis qu'il prévoyait faire un coup plus tard avec. Fait que je trouve ça crée beaucoup de tension parce que tu sais jamais vraiment qu'est-ce qu'il y a dans chacun des districts, fait que c'est difficile de savoir si on a pris la bonne décision. Ça, je trouve ça bien. Ce que t'as pas dit aussi, qui est quand même intéressant, puis qui fait que la game peut virer de bord rapidement, c'est qu'une fois qu'un quartier va s'être rebellé, il va partir du plateau, puis ça fait que 2 quartiers qui n'étaient pas adjacents deviennent adjacents. Mm-hmm. Ça va avoir la niaiseux. Mais quand tu vas sélectionner après ça des quartiers d'intérêt dans lesquels tu vas pouvoir mettre des cartes, ça peut des fois faire en sorte que c'est plus facile de compléter d'autres règles de victoire parce que ces quartiers-là sont maintenant à la même place puis ils peuvent avoir des conditions que tu as préparées d'avance qui sont complémentaires. Ouais, parce que au final, c'est ça que tu essayes de placer tes cartes de sorte que peu importe ce qu'un empire fait, ils peuvent aller d'un bord puis de l'autre puis être utiles, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, quand t'es l'empire, faut vraiment que tu t'essayes d'être. Faut que tu joues la partie qui est safe. C'est pas évident parce que tu sais pas quel type de victoire le rebelle va avoir choisi dans les différents quartiers. Fait qu'il faut que tu sois toujours ouvert au fait que il y a peut-être plus qu'une façon de conquérir ce quartier-là. Tu sais, il a peut-être mis en place déjà une stratégie qui touche à plus qu'une règle. Puis ça fait que des fois t'as des décisions qui sont vraiment vraiment difficiles à prendre. Tu sais, puis faut que tu fasses attention parce qu'il faut que tu te gardes des actions qui te mettent pas dans un cul-de-sac. Ouais.
Tu sais, le pire combo, à mon avis, c'est parce que quand t'as des actions à faire, t'es obligé de faire les deux. Mais tu sais, si t'es dans la position où tes actions que t'as sous la main, c'est regarde une carte de l'opposant, puis bloque un des districts. À mon avis, c'est comme la pire position, parce que tu vas voir la carte que ton opposant va mettre, mais il va tout mettre ses cartes à un endroit. Puis là, faut que tu décides c'est où qu'il va les mettre. Puis plus la partie avance, plus il y a des cartes partout, plus ça se peut que de faire ça, ça fait que tu viens de donner un quartier à ton opposant, au rebelle. Puis le rebelle, lui, il sait d'avance déjà qui va te rester juste ces deux actions-là quand ce genre de tour-là va arriver. Fait que je trouve que c'est pas évident. C'est crunchy. Ouais. Et j'ai joué à peu près 10-12 parties, puis tu sais, je pense que l'Empire a gagné un peu plus souvent que les rebelles, mais c'est quand même pas pire équilibré, puis à toutes les fois que je joue l'Empire, toute la game, j'ai tout le temps l'impression que je suis en train de perdre. Que genre, j'étais à ça de perdre tel quartier, ou tu sais, souvent, je vais finir par gagner pareil, puis même des fois que le dernier tour veut pas dire grand-chose, parce qu'au final, j'ai bien réussi à bloquer mes affaires, mais comme, étant donné que j'ai pas toute l'information, à chaque fois que j'y joue, j'ai comme, toute la game, j'ai l'impression que je suis en train de perdre, puis tu sais, comme, finalement, des fois, je gagne, là, mais c'est fou à quel point que, tu sais, les actions de l'Empire sont pas mal plus fortes que les actions des rebelles. Le rebelle, au final, il joue 3 cartes, puis dans possiblement 1 ou 2 quartiers. Mais comme, il y a toute l'information versus l'autre que, oui, t'as tes actions plus fortes, mais t'es un peu souvent à tâtons, ou tu prends des guesses pis t'espères, mais j'aime vraiment le côté asymétrique de jouer le rebelle ou l'Empire, c'est pas du tout la même game, là. Non, c'est ça, tu sais, parce que tu veux, quand t'es le rebelle, à l'inverse, c'est là, t'as les cartes dans tes mains, t'en as 5, tu sais que tu vas en jouer 3, là, pis tu sais, des fois, ta main est pas de ton bord, puis là, tu te dis, il faut que j'essaie de faire quelque chose qui m'aide un peu, mais des fois, c'est surprenant comment les cartes sont pas avec toi. Non, mais c'est là qu'il faut que tu essaies de tendre des pièges, peut-être mettre une carte face ouverte qui a une haute valeur, puis d'en cacher d'autres, puis tu sais de force, d'essayer d'appâter l'Empire pour qu'il utilise ses grosses actions sur ces cartes-là pour te donner un meilleur tour au tour suivant, tu sais. Ouais, tu sais, faut un peu que tu essaies de faire peur à l'Empire des fois pour te dire justement, tu sais, ce tour-ci, ces cartes-là, ils m'intéressent pas tant, fait que je vais essayer de faire en sorte qu'ils veulent les péter, tu sais, qu'ils veulent les détruire, ou qu'ils veulent la mettre ailleurs, parce que finalement mes cartes ils fit pas en tout là où je vais, où j'ai mis mon focus. Fait qu'il y a vraiment une espèce de mind game que tu sais où est-ce que les cartes peuvent aller, puis tu sais que l'autre le sait aussi. Fait qu'il faut que tu joues un peu avec ça. Tu joues avec ce qui pourrait être les cartes que t'as pour que l'Empire fasse un mauvais move. Ouais, vraiment. Donc c'est une dynamique que j'ai trouvé rafraîchissante puis intéressante, là, qu'on voit pas souvent dans ces petits jeux-là, tu sais. Parce que là, si on tombe dans la comparaison, avec Anami Koji, c'est parfaitement symétrique, tu sais, les deux, on a les 4 mêmes actions, on se bat pour les mêmes geisha ou érudits, là, dépendamment de la version qu'on a, mais tu sais, tout est exactement pareil, tandis que dans celui-là, ben, t'as vraiment un côté, tu sais, qui va changer ta game, dépendamment de quel rôle que t'as, tu sais. Ouais, tu joues pas au même jeu, en fait. Ben, tu joues au même jeu, mais pas avec les mêmes règles, tu sais. Ouais, mais c'est un peu, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, t'en as un, c'est purement de la sélection d'actions, puis l'autre, c'est, je fais ma gestion de main. Mm-hmm. C'est différent. Puis t'as Anami Koji qui combine un peu ces deux aspects-là, en fait. Ouais, parce que d'un côté, t'as ta main de carte sur lequel tu vas appliquer tes différentes actions. Puis, sinon, côté matériel,
Unrest, c'est vraiment une super production, là. C'est des, les jetons d'action de l'Empire, c'est des gros jetons de poker épais, les illustrations sur les cartes, ça fait vraiment très, dystopie, puis le petit côté un peu, comic book, mais, tu sais, noir, si on veut, là. Pas dans le sens qu'il y a pas de couleur, là, mais que c'est le style, Ouais, c'est ça, c'est comme, tu sais, sur chaque carte, il y a comme la couleur principale, puis sinon tu restes dans cette teinte de couleur-là, ou sinon t'as des gros contrastes. Ouais, moi je parlais plus du style, tu sais, le style de film noir, là, ouais. Un peu comme Sin City, là, mettons, ou Ben, pour certaines cartes, oui. Mais tu sais, je regarde la carte, les cartes Intel, tu sais, ça fait plus genre, ça fait sci-fi, là, tu sais, il y a comme... Ouais, c'est comme noir cyberpunk. Ouais. Ish. En tout cas, moi, c'est un style que je trouve vraiment cool, puis c'est ça, le reste du matériel, là, on peut difficilement demander mieux. Ouais, non, c'est ça, il est super bien fait. L'iconographie aussi, c'est simple. Parce que les cartes vont avoir différentes couleurs, mais tu sais, si jamais quelqu'un peut pas distinguer toutes les couleurs, ben il y a des gros symboles aussi qui permettent de dire bon ben cette carte-là, elle appartient à la famille des Supply ou à la famille Intel. Fait que tu sais, t'as aussi cette distinction-là qui est facile à faire avec la couleur puis avec l'iconographie. Puis je me suis un peu enfargé sur comment j'expliquais les différents objectifs là pour se rebeller dans un district, mais l'iconographie sur les cartes, là, tu sais, oui, c'est écrit en texte, mais la petite partie icône, tu la regardes, c'est super clair, là. T'as pas besoin de te le faire expliquer, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est assez explicite, là. C'est ça, comme tu dis, il est écrit 4 plus de telle affaire, 4 plus de telle autre affaire. Tu sais qu'il faut que tu aies 4 puis 4 de chacun. Fait que c'est quand même c'est assez clair, c'est facile à suivre. C'est ça, dans les deux jeux, je trouve qu'il y a beaucoup de tension, beaucoup d'inconnus parce que tu sais t'as énormément d'interactions dans le cadre des deux jeux avec ton opposant parce que souvent tu vas présenter un choix à l'autre. Puis tu dois réussir à faire en sorte que ton opposant choisisse le choix que tu veux qu'il prenne. Fait que tu sais, faut que tu sois un peu faut que tu joues dans sa tête. Ouais. J'aime bien, en fait, je trouvais ça drôle parce que j'ai réalisé tantôt que c'est Unrest. C'est un peu comme ça que tu te sens quand tu y joues. Tu sais, t'es tendu, tu sais, t'es pas à l'aise parce que tu sais pas si t'as pris la bonne décision, tu sais pas si l'Empire va brûler la bonne carte, tu sais, j'aime que le autre jeu fit avec le sentiment que t'as quand tu joues au jeu. Puis peu importe le côté que t'es, comme tu dis, quand t'es en rébellion, tu sais pas quelle carte il va choisir pour ses actions, puis quand t'es l'Empire, ben justement, t'as tellement pas d'informations que tu t'espères que t'as fait la bonne affaire, mais tu le sais pas, là. À l'inverse, tu sais, dans Animoji, j'aime que, tu sais, la carte que tu vas avoir gardée, ou les cartes que tu vas avoir détruites, c'est une information que juste toi qui as. Fait que tu peux planifier en fonction de ça, parce que tu le sais, admettons que t'es déjà sûr d'avoir telle ou telle couleur, tu sais, que tel ou tel geisha ou érudit, puis que ton opposant n'y peut rien, tu sais, ça je trouve que c'est un truc sur lequel tu peux jouer aussi. Mais en même temps, la carte que tu gardes souvent, tu sais, c'est facile pour l'autre de deviner que c'est probablement un 4 ou un 5. Mais j'allais dire, moi justement, je trouve que... Et des fois, c'est pas ça, là, parce que t'as pas le choix, là, mais moi, tu vois, garder un 4 ou un 5, je trouve que c'est pas tout le temps la bonne décision, parce que ça t'assure pas nécessairement... Tu sais, si tu gardes un 4 ou un 5, si ça t'es sûr que tu vas garder ces valeurs-là, je pense. Ben, c'est sûr que si t'es au deuxième round, mettons, pis que tu l'as déjà de ton bord, aller chercher un 4, ça t'assure quasiment de le garder encore, là. Ouais, ben, moi, des fois, j'aime mieux, justement, je vais mettre un 3. Tu sais, parce que le 3, tu le verras peut-être pas venir. Fait tu sais, moi, c'est sûr que c'est un peu plus c'est mon style, là, c'est d'aller m'assurer les petites cartes, et puis je vise souvent plus le
le 4 cartes pour gagner que le 11 points. Parce que je trouve que le 11 points, ça t'oblige un peu à prendre le 5 ou le 4, puis des fois même les deux pour pouvoir t'en sortir. Alors que garder les 4, avoir 4 cartes, ça se joue plus facilement, t'as plus d'options, t'as plus de latitude. En même temps, si tu réussis à avoir 4 cartes, puis que l'autre réussit à avoir 11 points, ben, c'est la personne qui a le plus de points. Ça, s'il y a deux conditions de victoire qui arrivent en même temps, c'est le tiebreaker, c'est le nombre de points, tu sais. Ouais, mais, tu sais, j'ai joué des parties, puis je veux dire, ça m'est pas arrivé souvent que ça fasse, qu'on arrive à ce tiebreaker-là. Non, c'est pas toutes les fois, mais moi, je l'ai quand même vu quelques fois, là. Fait que, tu sais, je trouve ce petit twist-là quand même intéressant, puis ça rajoute, c'est ça encore une fois de l'information cachée, qui fait que tu peux planifier en fonction de ça. Moi, ce que j'aime faire aussi, là, je sais pas à quel point c'est une bonne stratégie, mais je suis tellement tout le temps déchiré dans l'action à 4 cartes, où est-ce qu'il faut que tu donnes 2 cartes en ton opposant, puis tu vas en garder 2, que souvent je vais viser le statu quo. Et je pense pas que c'est une bonne stratégie, parce que tu perds rien, mais tu gagnes rien non plus. Ouais. Fait qu'à moins que tu sois en train d'essayer de protéger ton avance, ça te fera pas perdre, mais ça te fera pas gagner non plus, tu sais. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça fait que je risque moins de me mettre dans ma... Ouais, mais je pense que si tu veux comme vraiment passer à un autre niveau stratégique, faut qu'à chaque fois tu fasses de quoi qui va t'aider, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je prétends pas que... Je pense qu'en théorie, c'est ça que tu devrais faire, mais de là à voir c'est quoi à chaque game, parce que comme tu dis, des fois tu peux t'offres un choix, tu penses que l'autre va prendre de quoi, puis là, finalement il prend l'autre paquet, puis là t'es comme oups. Ouais. C'est pas évident. Fait que moi justement je vois ça avec le safe. T'as cet aspect-là un peu dans Unrest, justement, que quand t'es l'Empire, tu peux jouer un peu plus safe, puis comme utiliser tes actions de détruire ou de rediriger juste sur des cartes face ouverte. Ou tu peux même la regarder avant de faire ton action dessus, mais là tu wastes un peu 2 actions sur une carte, c'est plus safe, mais... Ouais, dans le même temps, c'est moins fort, c'est ça, justement, de le faire sur la même carte. À moins que, ce soit un no-brainer, genre, tu peux pas te permettre parce que... Ouais, parce que sinon, cette carte-là, elle fait gagner l'autre, tu sais, ou elle donne un district trop facilement. Ouais, c'est ça. C'est pas évident. Faut vraiment que tu penses... Tu sais, dans le reste, faut vraiment tout le temps que tu penses que, oui, à un moment donné, tu peux avoir 4 actions, mais le tour que tu vas jouer là, tu sais que le rebelle sait c'est quoi que tu vas faire comme action après, puis il va jouer en fonction de ces actions-là. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu te donnes du lousse. Tu sais, j'aime pas ça jouer mon détruire une carte, puis mon déplacer. Ouais, mon déplacer en même temps. Non, comme tu dis, c'est ça, c'est pas toutes les paires qui sont faites égales. Fait que oui, tu peux donner un gros méga tour avec la meilleure paire possible, mais ça fait que t'as la pire au tour d'après. Ouais. Puis prévoir le dernier tour, ça peut être utile. Tu sais, comme je pense que l'avant-dernier tour, de faire l'action de bloquer puis regarder, en te disant qu'au dernier tour, est-ce que là, le rebelle va pouvoir mettre les cartes où il veut, ça peut être utile de faire un avant-dernier tour moyen si tu t'es safe, là. Pour qu'au dernier tour, tu puisses péter une carte puis en mettre une là où tu veux, puis là, le rebelle, il se ramasse avec juste une petite carte qui peut mettre là où il veut, mais que, tu sais, c'est moins facile de gagner à ce moment-là. Mm-hmm. En même temps, de bloquer au dernier tour, ça peut être vraiment bon aussi. Ouais. L'autre peut aller n'importe où. Fait que c'est ça. Je pense pas que j'ai joué assez pour être un maître stratège à ce jeu-là encore, mais peut-être que ça va venir parce que c'est le genre de jeu que, un peu comme je disais avec l'ami Koji, là, tu peux sortir le matin en déjeunant avec ton café, puis tu sais, de rejouer tout le temps avec la même personne, tu vas développer une méta, tu peux comme tout le temps jouer le même côté ou switcher de temps en temps, puis tu sais, ou switcher à chaque partie, fait que tu sais, t'as quand même beaucoup d'options, puis je pense qu'ils vont toutes être intéressantes, là. Ouais, non, je suis bien d'accord avec toi dans le sens où c'est deux jeux qui se jouent rapidement, facilement, un peu n'importe quand, puis qu'ils prennent tellement pas de temps
à mettre en place puis à jouer une partie que souvent, tu sais, tu vas jouer 2-3 games de suite puis tu sais, ça sera pas long. Si vous avez un collègue au travail qui aime les jeux aussi, c'est le genre de jeu que tu peux amener là, puis sur l'heure de dîner, t'enchaînes une couple de parties, puis ouais, pis c'est en une semaine, là, tu vas en faire pas mal, là. C'est ça, pis c'est des petites boîtes, fait que tu trimbales ça relativement facilement, là. C'est pas comme un Star Wars Rebellion que si tu veux amener à job, ça va être un peu compliqué. Faut que t'aies des longueurs de lunch aussi. Ouais. Ou t'es pas ben travaillant. Bon, je pense que ça fait le tour pour moi. Pour moi aussi. Fait que maintenant qu'on a fini de discuter, ça va être à vous de nous donner votre avis. C'est quoi votre jeu à 2 joueurs avec beaucoup de tension favori? Puis dans le cadre de notre duel, est-ce que vous êtes #Team Vince avec Anamikoji alias Jixia Academy? Oui, il va être #Team Sam avec Unrest. Faites-nous savoir votre vote dans les commentaires YouTube, sur le post Instagram, sur Facebook, ou venez sur notre Discord. On a eu Olivier qui a rejoint le Discord dernièrement, puis qui met beaucoup de vie à parler de ces différentes expériences de jeu. C'est cool d'avoir du sang neuf sur le serveur, puis que ça soit un peu plus animé. Donc venez jaser de jeu avec nous autres. Puis oubliez pas le petit channel vote là où pour chaque épisode vous pouvez aller réagir avec un emoji pour dire que vous êtes #Team Sam. Ou mieux encore, vous pourriez dire que vous êtes #Team Vince. Ou vous pouvez même mettre un petit emoji Board Game Duel. Maintenant on a des emojis custom. Hey, on en a même un de Guards of Atlantis. Hey. Que demander de plus? On n'arrête pas le programme. Bon. Fait que sur ça, on aimerait vous remercier, nos auditeurs, ainsi que ceux qui nous supportent sur Patreon. Merci de nous écouter. On aimerait remercier aussi Chrysalis pour notre chanson thème. Et sur ce, je te Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. Toi, t'avais les fleurs. Ouais, moi j'avais les fleurs. J'ai oublié qu'est-ce que je défendais. C'était-tu Keyflower? C'était-tu Cellulose? C'était Cellulose. C'était Cellulose, ben oui. On voit que t'avais à cœur ce jeu-là parce que tu t'en rappelles encore un an après. Non, parce qu'il y a beaucoup de jeux avec des fleurs, tu sais, au final. Ouais, mais Keyflower, c'est moi qui en avais parlé. C'est vrai. Mais bon, mais je me rappelais, j'étais pas loin. Je me suis rappelé que c'était Cellulose. J'ai l'air totalement préparé. Je suis désolé, tu vas avoir beaucoup de montage. Ouais, j'ai l'habitude. Ouais. Ça, c'était pas fin, ça. Non. C'est pas juste pour toi, là. Ouais. Non, je sais. Mais là, je suis particulièrement mauvais. Ça aussi, j'ai l'habitude. Oh. C'est désagréable.